Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Joule. Je remplace ce semestre Laurent Masson qui est en déplacement à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Soyez les bienvenus à ce premier cours du séminaire texte et intertexte qui se déroulera uniquement en distanciel. Alors c'est une première pour moi, donc soyez indulgents. Alors en tout cas, je suis ravie de vous savoir si nombreux derrière vos écrans. La littérature contemporaine a encore de beaux jours devant elle, quoi qu'en disent les scénaristes de séries télé et autres actionnaires de Netflix, OCS ou Disney+. Je ne vais pas vous mentir, au vu de ces coefficients, pardon, excusez-moi. Ce séminaire est fondamental dans la réussite de votre diplôme. À vous de faire des efforts pour me suivre. Bon, c'est bon? Vous êtes tous bien connectés, bien installés? Bon, je commence. Alors, il y a des livres qui existent, qu'on peut se procurer chez son libraire, à la bibliothèque, à la FNAC aussi, pourquoi pas. Pas sur Amazon, j'y tiens. Donc, il y a des livres qui existent, qui ont été écrits et publiés, et d'autres, des livres imaginaires, qui n'existent pas, les livres de romans. Alors, vous savez que certains auteurs se sont amusés à en inventer toutes pièces pour les jeter négligemment dans les mains de leurs personnages. Les surréalistes ont abusé de ce procédé, tout comme Pierre Manon, Frédéric Baller ou encore François Rabelais. Ah, je vous ai bien eu. Sur les trois, seul un existe. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout pas quand ça vient de moi. Bon, quelques exemples. Madame Bovary est un livre qui existe, mais La barre fixe de Robert de Passevant, cité par André Gide dans Les Faux Monnayeurs, non, ça n'existe pas. Les Langoliers de Stephen King est un livre qui existe, même s'il ne devrait pas. Mais La Chrestomathie du désespoir de François Merlin, cité par Louis Guilloux dans Le Sang noir, non, il n'existe pas. Ces deux livres, La barre fixe et La Chrestomathie du désespoir, sont des livres qui s'ouvrent dans les livres, dit l'écrivain britannique Max Beerbohm en 1914. Et de fait, leurs auteurs n'existent pas non plus. Parmi les livres qui existent, il y a aussi ceux qui ont disparu, ceux dont l'existence est attestée, mais dont on n'a jamais retrouvé la trace, et puis ceux dont nous ne savons rien, les livres dont nous ne savons même pas s'ils ont été détruits ou perdus. Alors, combien de livres perdus pour un livre qui arrive jusqu'à nous? Il y a donc des livres qui existent, ceux qui n'existent pas, mais entre les deux, il y a encore la place pour certains livres d'un genre intermédiaire, qu'on serait bien en peine de classer dans l'une ou l'autre catégorie. Ce sont des livres qui flottent dans les limbes de la thermosphère littéraire, des livres ontologiquement indécidables, mais qui subsistent pourtant comme une promesse, comme un rêve, comme un espoir. L'approche de Francis Rissin est un livre de cette catégorie. Après 10 ans de recherche, 10 années à lui courir après, j'ai fini par me faire une raison. Ce n'est pas un livre, mais c'est quelque chose qui vous glisse entre les mains dès que vous pensez l'avoir saisi. Avec le temps, j'ai arrêté de chercher des réponses. J'ai passé 10 années de ma vie à courir après ce mirage et après de nombreux rebondissements que j'aurai l'occasion de développer plus tard dans ce séminaire, au moment même où j'ai fini par croire que l'approche de Francis Rissin n'existait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Anne Vermelin? Elle est née à la fin des années 60 à Saint-Martin-de-Ré, juste avant la fermeture du petit service de maternité qui donnait sur la rue du Père Ignace. Je connais bien le coin, j'y allais souvent en vacances, l'île de Ré. Bref, elle est l'autrice d'un livre étrange, Traversée circulaire de la zone grise. C'est un livre qui n'a pas été bien reçu par les universitaires en raison de quelques incohérences chronologiques et quelques errements sibyllins dans les derniers chapitres. Et figurez-vous que je suis retombée sur ce livre un peu par hasard et j'ai eu un pressentiment qui s'est avéré véridique.
Anne Vermelin cite l'approche dans la bibliographie de son livre. Donc vous vous souvenez de la phrase de Queneau dans sa préface inachevée de 1947 à Bouvard et Pécuchet? Ouvrez les guillemets, c'est une citation. La littérature profane, c'est-à-dire la vraie, commence avec Homère et toute grande œuvre est soit une Iliade, soit une Odyssée. Je répète, la littérature profane, c'est-à-dire la vraie, commence avec Homère et toute grande œuvre est soit une Iliade, soit une Odyssée. C'est bon, vous l'avez? Donc tout le travail d'Anne Vermelin est de prendre cette affirmation au sérieux. Dans son livre, La zone grise, c'est justement ce qui se situe entre les deux. Elle a cherché le point de frottement entre l'Iliade et l'Odyssée, parce que selon elle, c'est là le lieu du genre épique, qui est toujours à la fois bataille et voyage, guerre et traversée. Et pour trouver cette zone grise, elle a cherché dans la littérature contemporaine, la science-fiction, les séries évidemment, mais aussi les jeux vidéo. Et donc toutes ces recherches l'ont conduite à cette conclusion. Les Français n'ont pas la tête épique. Citation d'ailleurs qu'on attribue à Voltaire, Gautier ou Nicolas de Malézieux. La France a bien eu quelques romans d'envergure nationale, hein, comme la chanson de Roland ou les textes de Chrétien de Troyes, mais il n'y a rien qui puisse rivaliser avec la Divine Comédie des Italiens, les Nibelungen des Allemands ou la Rocana des Espagnols. Il n'y a pas de texte donc qui aurait forgé l'esprit du peuple en narrant ses exploits historico-mythiques. Voyez, ah bon, à part peut-être la littérature de Laurent Deutsch. Non, je plaisante. C'est bizarre, non, de faire cours à distance. J'ai l'impression de rire toute seule. Comment je peux savoir si vous êtes encore là? Vous m'écoutez toujours? Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, les Français n'ont pas la tête épique. Il n'y a pas de roman d'envergure nationale, à part peut-être, comme nous dit Anne Vermelin, l'approche de Francis Rissin. Elle décrit le livre comme une sorte d'expérience réalisée ou en voie d'être réalisée par un petit groupe d'individus autour d'un certain Francis Rissin. Alors j'imagine que vous vous demandez qui est ce mystérieux Francis Rissin. Et ben, c'est justement à cette question qu'elle essaie de répondre dans le 4e et dernier chapitre de Traversée circulaire de la zone grise. Mais malheureusement, elle n'y parvient pas. Et à la fin du livre, on ne sait pas si cet homme est présent au moment de la rédaction de l'approche ou s'il se tient à l'écart. On ne sait pas s'il est l'instigateur de l'expérience ou non. Mais bon, ces recherches sur Francis Rissin se placent dans une réflexion plus large sur la notion de chef, de famille, de guerre, d'État, en s'appuyant sur des événements précis de l'histoire de France. Elle s'interroge sur la psychologie de ces êtres d'exception qui ont été capables, par la seule force de leur volonté, de diffuser autour d'eux un irrépressible sentiment d'unité nationale et qui ont parfois été considérés comme des dieux parmi les hommes. Hein. Léon Blum, Jean Jaurès, De Gaulle et le maréchal Pétain. Francis Rissin pourrait être l'un d'eux. Donc, quelles sont les conditions pour qu'un simple individu s'élève subitement très haut, au-dessus de ses semblables et les entraîne à sa suite vers de nouvelles destinées? Quelle est la série de causes et d'effets qui peut conduire un type ordinaire à devenir un jour lion rouge, maréchal de fer, brave des braves, enfant chéri de la victoire, un Ulysse fou, un nouvel Achille? Donc si Francis Rissin est réellement un homme providentiel, un sauveur de la nation, comment est-ce qu'il l'est devenu? Est-ce que c'était inscrit dans son essence? Voilà où j'en suis aujourd'hui dans mes recherches. Ça fait peu, hein, en 10 ans. Il y a bien sûr eu d'autres rencontres, quelques avancées, beaucoup d'impasses. J'avance lentement, mais sûrement, sur l'écriture de mon livre qui raconte mes 10 années de recherche, où 100 fois j'ai cru mettre la main sur Francis Rissin, où 100 fois j'ai cru devenir folle. Bon, j'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure avec moi, à explorer les pistes que j'ai entr'ouvertes
pour voir si elles mènent quelque part ou si elles sont des ruelles en cul-de-sac. Toutes mes excuses pour cette longue introduction. Si ça vous va, on peut commencer maintenant. Voilà. Donc ce livre, il se lit dans le sens qui vous plaira. Je vous laisse libre de faire votre propre chemin, mais juste faites bien attention où vous mettez les pieds et suivez les marquages au sol. Voilà. Allez, n'hésitez pas. Entrez.